Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait que depuis quelques années, la franc-maçonnerie sort de l'aura de mystère dont elle avait souvent été entourée, pour ne pas dire affublée, par ceux qui n'en faisaient pas partie, et en même temps qu'une sorte de discussion très intense s'est engagée dans son sein afin de savoir si la franc-maçonnerie ne devait pas retrouver les intuitions symboliques, le paysage même de l'initiation qui avait été à son origine, particulièrement évidemment avec le rite écossais lors de sa fondation et les règles d'Anderson, ou bien alors si elle doit continuer dans une pente qui est d'abord une pente s'intéressant au monde réel, au monde extérieur, au monde économique et social, dans lequel se marquerait la fraternité qui est à la base même du message des francs-maçons. Peut-être d'ailleurs ne faut-il renoncer ni à l'un ni à l'autre de ces aspects, mais enfin, on sait très bien, comme dans les rangs de la franc-maçonnerie même, la discussion est extrêmement vive, est extrêmement ardente, et comme d'une certaine façon, on assiste aujourd'hui, et d'ailleurs sur la place publique, à travers un certain nombre d'études qui paraissent, on assiste donc à la réévaluation de tout ce fondement symbolique, de tout ce fondement initiatique de la franc-maçonnerie. Et c'est précisément sur lui que nous voudrions nous interroger afin de dégager ce qui peut-être est le cœur même de la spécificité de ce que on ne peut appeler autrement qu'une spiritualité franc-maçonne. Afin de nous aider dans ces interrogations, nous avons aujourd'hui avec nous Bruno Etienne, professeur de sciences politiques à l'université d'Aix-Marseille 3 et directeur de l'Observatoire du religieux, de même que Luc Neuffontaine, du Centre de sociologie des religions à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Tous les deux d'ailleurs, francs-maçons avoués, et qui viennent chacun de publier un livre aux éditions d'Hervy, qui porte d'une part précisément sur la portée symbolique de l'initiation maçonnique, et en même temps est une réflexion sur cette initiation qui peut-être aujourd'hui dans notre monde moderne est encore la seule initiation qui existe encore et qui vaille encore. L'initiation, pour moi en tant qu'anthropologue, pas du tout en tant que maçon, c'est ce qu'on peut qualifier, même si on n'est pas toujours d'accord avec Jung, d'archétype, car je ne connais pas en 45 ans de métier de société où il n'y a pas de processus initiatique, même quand ils sont euphémisés, même quand ils ont disparu. Je donne un exemple dans notre culture à nous. La première chose que Dieu dit à Moïse quand il arrive au Sinaï et qu'il va recevoir les 10 paroles, il lui dit « Moïse, ôte tes sandales, tu es là dans un lieu sacré ». Donc, il y a des petites choses comme ça, que moi je dis archétypales ou paradigmatiques, peu importe les mots prétentieux. Dans toutes les sociétés, il y a du profane, du sacré, il y a de l'initiation. Bon. Alors, qu'est-ce que l'initiation dans le monde moderne ? Eh bien, nous la trouvons dans nos travaux de terrain, dans les groupes de pairs, les bandes, les gangs. L'initiation se fait par des modalités de socialisation et de sociabilité et de socialité qui ont échappé aux institutions officielles. Je ne parle pas simplement du bizutage, je parle que quand nous travaillons sur des groupes de jeunes de beurre dans les banlieues, il y a des rituels initiatiques pour entrer dans la société qui est inclusive, exclusive. On appartient à un groupe. Bon. Mais bien entendu, comme c'est une très belle formule que j'ai mis très longtemps à imaginer, la petite fille qui joue à la marelle ne sait pas qu'elle dessine un mandala avec son corps. Le jeune beurre qui est dans une bande, il ne sait pas qu'il a eu un processus initiatique. Société moderne, oui. C'est que, comme vous dites, il y a une initiation, seulement cette initiation, dans la mesure où elle n'est plus, je dirais, elle n'est plus prise en charge
d'une manière générale. Il suffit de prendre un exemple très simple. On savait très bien qu'avant l'intégration à l'armée, le service militaire, c'était un rite initiatique, mais qui était vécu comme tel. Tout à fait. Bon, qui a disparu et que donc l'initiation maintenant est recréée souvent de manière complètement sauvage. Alors, pas tout à fait sauvage, c'est là où je suis un anthropologue pessimiste, car 40 ans de travaux m'ont démontré que l'humanité a aucune imagination. Et moi, j'ai découvert mais un très vieil anthropologue que tout le monde a oublié, qui s'appelait Van Canep, l'avait dit bien avant moi, il n'y a qu'un seul rituel d'initiation. Il prend des formes culturelles, contingentes, historiques particulières. Il y en a qui font comme ça avec le haut de la tête, il y en a qui font comme ça avec le bas du ventre, mais en fait, il n'y a pas 36 systèmes. Le rite d'initiation, avant toute chose, après on peut affiner, c'est le passage obligé par des épreuves d'un état à un autre. C'est entrer dans un groupe qui vous reconnaît comme tel, qui vous reconnaît comme membre. Alors, il faut être très prudent, et quand on travaille plutôt en ethnopsychiatrie qu'en sociologie empirique, on se rend compte que les rituels initiatiques, même pratiqués de façon non consciente, je ne parle pas de l'inconscient collectif, de façon non formalisée, existent dans des mécanismes très précis. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'ils ne sont plus assumés, sauf dans les ordres religieux, par les institutions légitimes qui, autrefois, inculquaient les valeurs centrales de cohésion, c'est-à-dire, en gros, l'État par l'école et l'Église. Alors, le glissement que nous constatons, c'est qu'il y a eu, comme la société française elle-même, sécularisation et laïcisation des rituels initiatiques. Oui, parce que lorsqu'on voit par exemple les bandes de jeunes, j'étais très frappé, il n'y a pas très longtemps, il y avait une étude sur une bande qui s'appelait les Zoulous, particulièrement dure de la banlieue parisienne, de montrer comment ils avaient réinventé finalement des formes d'initiation, totalement inconsciemment, mais des formes d'initiation qui étaient à la limite presque de l'initiation traditionnelle. Et c'est pour ça que je parle d'archétype, moi, sur ce plan-là. Je veux dire, encore une fois, il faut discuter le concept jungien, etc. Mais sur ce plan-là, oui, parce que, alors, je vais faire une boutade, puisqu'on va, la maçonnerie va le démontrer, mais le rituel de tourner la Torah ou de l'enterrement des morts ou du pèlerinage à la Mecque est le même. Il se trouve que dès qu'un groupe se constitue en groupe inclusif et exclusif, il trace un cercle. Ce qui est en dehors du cercle n'est pas ce qui est à l'intérieur, et à l'intérieur du cercle, il tourne en rond, ou il part du pied gauche, ou il part du pied droit, ou il marche sur la tête, peu importe, mais il tourne en rond. Luc Neuffontaine, lorsqu'on a une première approche, ne les connaissant pas au départ, mais lorsqu'on a une première approche des textes maçonniques, on est extrêmement frappé de voir qu'il y a quand même un grand usage du symbole, de tournures symboliques, d'images symboliques, comme si finalement le symbole, je dirais, avait un rôle et une fonction particulière à jouer. Effectivement, alors pour ne parler que des textes, c'est vrai que depuis la première tradition maçonnique, nous remontons au début du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que les francs-maçons usent d'un langage qu'il convient de qualifier de symbolique, d'extrêmement symbolique. Et ma thèse est que la maçonnerie est une société hautement symbolique, que c'est le symbolisme qui la fonde et que c'est le symbolisme qui, d'une certaine façon, la maintient en vie depuis 3 siècles. Il en est des symboles comme des fantômes. Si les fantômes parlent en faisant tourner les tables, ils n'ont hélas pas grand-chose à dire. Si les symboles signifient, c'est presque toujours des banalités. L'existence des fantômes et la luxuriance des symboles sont plus fascinantes que leurs maigres messages sur la pluie et le beau temps. Alors, lorsqu'on parle de l'initiation, Bruno Etienne, on s'aperçoit que, surtout d'ailleurs dans les travaux des ethnologues ou des anthropologues,
il y a finalement quand même deux processus qui sont visés. Il y a l'intégration, je dirais, dans Voilà. le groupe et le passage d'une classe d'âge à une D'accord, autre, c'est une oui. chose, et finalement quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appellerait beaucoup plus une initiation spirituelle. Alors, pas spécialement spirituel, vous avez raison sur la double distinction, mais je corrigerai en le précisant le deuxième mot. Il y a d'abord partout ce que j'appelle, moi, avec d'autres, les initiations obligatoires. C'est-à-dire, si je suis un petit Indien Crow ou Paonif, j'ai l'initiation pour changer d'état. Si je suis une femme Maasai, j'ai l'initiation de la femme Maasai. Ça, c'est la première. Et puis, il y a une deuxième grande catégorie qu'on peut appeler, pour simplifier, des initiations volontaires. Mais là où je vais nuancer, c'est qu'elles ne sont pas simplement spirituelles. Elles peuvent être aussi de socialisation. Alors, en ce sens, la maçonnerie occidentale est une société initiatique, et je sais que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de compatriotes, contemporains, ennemis ou amis de la maçonnerie. C'est donc, au sens ethnologique du terme, une église de volontaires. Je m'explique, une église au sens de l'ecclésia, c'est-à-dire une communauté de volontaires. Et cette communauté, qui peut être une corporation de métier ou une confrérie, elle peut être aussi ce que moi j'appelle une communauté pneumatique, et donc là, avec une visée de spiritualité, au sens du souffle, de pneuma, bien entendu. Et je pense que certains groupes en Occident, comme les confréries musulmanes, la maçonnerie ou d'autres organismes, en font partie. Alors, on va arriver au cœur de notre débat, Bruno Etienne, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Parce que vous dites, finalement, lorsque je dis que la franc-maçonnerie est une communauté initiatique, je ne fais pas faire plaisir à certains, et si j'ai bien compris, à certains frères. Oui. Alors, en même temps, la déclaration m'étonne, parce que si je remonte au texte fondateur du XVIIIe siècle, aux constitutions d'Anderson, etc., c'est franchement une société initiatique, et ça se donne comme tel. Là où vous avez raison, c'est que le processus d'entrée donc dans une loge ou une confrérie, d'ailleurs les Anglais disent brotherhood, hein, donc c'est bien confrérie le terme de base, cette honorable confrérie, cette confraternité, cette fraternité. Alors il y a deux problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'elle est vraiment souchée sur la corporation des maçons francs, et donc est-ce qu'elle a hérité de ce qu'on appelle les old charges, c'est-à-dire des anciens devoirs du métier. Bon, il y a des grandes discussions avec les historiens maçons et non maçons qui sont pour ou contre, car dans les deux camps, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et puis, est-ce que effectivement, elle offre un processus initiatique? Alors moi, ma définition est sur ce plan très très claire, contre ceux qui ne pensent pas ou qui n'argumentent pas comme moi. Si la maçonnerie n'est pas une société initiatique qui pratique des rites à partir de symboles et fondée sur des mythes fondateurs, en tant que récit fondateur, c'est une société qui ne présente aucun intérêt sur le plan de la postmodernité. Si elle est une société initiatique qui pratique des rites, qui utilise des symboles, qui est fondée sur des mythes fondateurs, elle a une fonction assez originale en Occident où, comme vous le disiez dès le début, la quasi-totalité des mécanismes initiatiques, sauf ceux des ordres religieux qui restent, ont disparu. Par rapport à ce que vous venez de dire, Luc Neuffontaine, il y a quelque chose évidemment qui attire mon attention. Est-ce qu'il y a un rituel qui ne soit pas lui-même symbolique? C'est-à-dire, on peut simplifier à l'extrême le rituel. Et on peut estimer que, finalement, le rituel fait partie de l'héritage. C'est l'héritage de la tradition, c'est donc l'héritage des ancêtres. Il y a une forme de reconnaissance, quelque part, à garder le rituel. Alors on peut le laïciser et le simplifier au maximum. Ce qu'un auteur comme Papus, au début du XXe siècle, a mis en scène, en disant « Monsieur », donc en guise de rituel d'initiation, ça donne ceci. « Monsieur, voulez-vous devenir franc-maçon ? Oui, tel est mon souhait. Monsieur, êtes-vous libre et de bonnes mœurs ? Oui, je le suis. Bien, monsieur, veuillez donner 90 francs à la franc-maçonnerie. Voilà, monsieur, je vous déclare franc-maçon. » Voilà un exemple de rituel qu'on peut appeler rituel. Il y a un jeu stéréotypé de questions et de réponses. Voilà un exemple de rituel qui a été mis en œuvre de manière caricaturale par Papus. Je veux dire, ce qui fait le propre du rituel, peut-être, c'est qu'il renvoie à des archétypes, une fois encore, et qu'il renvoie à des mythes. Alors, je ne crois pas que dans l'échange verbal que je viens d'évoquer, il y ait une quelconque référence à un archétype ou à un mythe.
On est dans le fonctionnalisme le plus pur. D'où la nécessité, je pense, pour que la maçonnerie reste et garde sa prétention à l'universel, qu'elle mette en œuvre des rituels qui aient une petite dimension de l'universel. Si le symbole nous paraît obscur, difficile à lire, c'est que notre sensibilité, notre capacité à recevoir, à partager, est insuffisante. C'est que nous n'avons pas su faire le silence, cette étendue pleine de vide qui appelle le plein, en nous et face à lui. Au 19e, alors, là je choque beaucoup de gens, je sais, c'est que le grand maçon du 19e, c'est Joseph de Maistre. Or, Joseph de Maistre est sur le plan de l'histoire des idées, pour simplifier, un réactionnaire au sens politique du terme. Mais le travail qu'il fait sur la maçonnerie est quand même assez fantastique, et lui, il revient alors carrément à des rituels christiques, religieux, et là je vais plus loin, et c'est aussi une thèse qui choque. La maçonnerie est la 4e religion abrahamique. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est, vous voyez, dans un méli-mélo un peu compliqué. C'est une société de pensée, c'est un club philosophique, c'est un club qui a des prétentions politiques, pas d'ingérence, mais d'influence, même si le mot en sciences politiques n'a pas une grande pertinence. C'est un club qui a essayé, dans la lutte des classes et dans la lutte idéologique, pour dégager le sujet de la seule providence, le dégager en tant que sujet autonome, a rempli des fonctions de socialisation non négligeables, mais en même temps, il était porteur de quelque chose d'autre, et on pourrait donc dessiner une courbe diachronique, synchronique de ces différentes formes et fonctions à des époques différentes. Quel peut être leur rôle, et si je peux me servir de ce terme, la fonction de la franc-maçonnerie aujourd'hui, où nous sommes dans une société, où, comme vous le dites, nous en étions d'accord, les processus initiatiques, tout au moins institués, se sont effondrés, et il n'y a plus que des initiations recomposées, si l'on peut dire, je dirais presque spontanément par la base. Alors là, vous avez raison, c'est un mécanisme initiatique qui, lui, a une archéologie et une base certaine. Alors d'abord parce que j'ai dit mythe, il y a des mythes fondateurs, donc ça renvoie au texte biblique incontestablement, ça renvoie au texte des old charge, c'est-à-dire des anciens devoirs, parce que la progression se fait apprenti, compagnon, maître, tout le monde sait ça, puis après c'est très compliqué dans les grades dits chevaleresques, mais c'est une progression par grades et degrés, donc c'est un processus initiatique. Et alors, quelle fonction elle pourrait remplir? Là où je me sépare d'un certain nombre de mes frères, confrères, amis ou ennemis, c'est que le processus initiatique a une fonction très précise. C'est la connaissance de soi-même et la maîtrise de l'ego. Ce que dans le jargon maçonnique on dit dégrossir la pierre brute, visiter l'intérieur de la terre pour découvrir la pierre, etc. Donc c'est lié à une ascèse, à une herméneutique, bon, si vous voulez qu'on fasse pas dans le religieux, on fait dans le grec. Au portique, il était écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature et les dieux. » Citation non garantie. D'accord? Donc on est dans une problématique absolument judéo-chrétienne, grecque, méditerranéenne. Donc, ce que je reproche à un certain nombre de mes contemporains, c'est que n'ayant pas maîtrisé leur ego, n'ayant pas dégrossi la pierre brute, n'ayant pas maîtrisé la mort, ils se précipitent dans la seconde partie de la seconde fonction de la maçonnerie, c'est-à-dire dans le clubisme social, politique, conjoncturel, contemporain. Et je pose la question, bien sûr de façon de mauvaise foi, comment se fait-il que cette honorable confrérie ait survécu à tous les régimes à travers des centaines d'années? Est-ce que c'est par ses prises de position contingentes historiques, aussi généreuses fussent-elles, aussi politiquement correctes ait-elle été? En revanche, le rituel maçonnique, lui, nous rattache à l'humanité tout entière. Le symbole
s'il est abstrait, s'il est universel, ça renvoie à ce que Jacquard appelle l'humanitude. Moi, ce qui me rattache aux Zoulous, à l'Iroquois, je veux dire à l'autre en tant qu'altérité culturelle, c'est que je sais que quand je pratique mon rituel, c'est comme quand je fais un kata de karaté, c'est comme quand quelqu'un tourne autour de la Kaaba de la Mecque, c'est comme quand quelqu'un fait le pas de You dans l'empire du soleil levant. Là, nous sommes des êtres humains confrontés à ce que Kant appelait la voûte étoilée et la loi morale dans le cœur. Je suis devant l'homme accompli qui, les deux pieds dans la terre, se dit « je suis tiré par l'eau vers la transcendance » et vous savez, en japonais, san, ça veut dire trois, ça veut dire terre, homme, ciel. Ça, c'est l'initiation maçonnique, à la fois particulière parce que je suis protestant, white, anglo-saxon people, je suis blanc, protestant et que je ne suis pas iroquois, mais en même temps, donc rattaché à l'humanitude, parce que c'est la même chose que de tourner autour de la Kaaba, chacun tourne autour de sa propre Kaaba. Le symbole fait, défait et refait le monde au fil du temps, en fonction des passages successifs de l'état mythique à l'état humain. Le symbole initie l'homme à la mort temporelle pour l'introduire dans l'intemporel. Le symbole est mort et résurrection chaque fois que l'être humain retourne volontairement à l'un, chaque fois qu'il accepte de traverser le miroir du temps, le miroir du mirage. On est plongé dans un monde complètement décalé. Je sais qu'on parle volontiers d'un sacré, maçonnique, pour signifier une rupture avec le profane. Pour ma part, je préférerais employer le mot plus neutre de disjonction. Je dirais les francs-maçons sont des décalés. On joue à de grands jeux. Ce sont de grands jeux d'adultes, et les adultes savent que les jeux d'enfants sont très sérieux. Nous jouons un grand jeu, nous jouons sur une immense pièce de théâtre, mais il faut que la pièce soit bien jouée. Par conséquent, il peut y avoir, même dans le cas où la pièce est bien jouée, dans le chef de pas mal de maçons, comme une asymbolie, c'est-à-dire le symbole ne me dit rien. Le symbole ne me dit rien. Il y a des ouvrages maçonniques, quantité d'ouvrages maçonniques, de symbologie maçonnique, qui vous tombent des mains. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là sur la pierre, sur l'équerre, sur le compas? Ils sont dans quel monde? Alors, même en passant par les fourches de l'initiation, on n'est pas garanti pour autant d'entrer de plein pied dans cette symbolique. Il y a tout un travail d'incorporation de cette symbolique qui va se faire au fil, ou qui se fera jamais. Vu de l'extérieur, la maçonnerie a un côté désuet, un côté archaïque, certainement. Allez vous promener dans un musée maçonnique à Paris, à Tours ou ailleurs. Visitez une librairie maçonnique où on vend aussi des décors. Qu'il y ait des dames qui se rassemblent entre elles en revêtant une grande robe noire, en saignant un tablier blanc autour de leur taille, en enfilant des gants blancs. Que les hommes fassent de même, pas pour la robe. Bon, ça pose question, évidemment. C'est folklorique. J'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre. L'important est qu'elle soit bien jouée. Et l'important est que l'on sache que l'on joue un jeu. Car, malheur à celui dans la franc-maçonnerie qui ne se rend plus compte qu'il joue un jeu. Alors là, ça devient grave parce que, effectivement, nous avons certains prêtres de la maçonnerie, certains présidents de loges, des vénérables maîtres, qui agissent comme de véritables liturges et qui s'imaginent participer
un sacré, et qui s'imagine que la maçonnerie est une institution complètement éthérée, dans laquelle on a quitté complètement le monde profane, l'espace-temps ordinaire. Et là, je pense qu'il y a une dérive, à commencer par la dérive sectaire et autoritaire. C'est la dérive aussi de la forme. Quand la forme prime sur le fond, et quand ce type de maçonnerie tourne sur elle-même, finalement, les maçons deviennent nombrilistes à l'extrême. Et je pense que c'est une maçonnerie complètement déconnectée du monde réel et qui mérite bien son nom de folklorique et d'archaïque. Là, je suis pas sûr que si la maçonnerie ne se donne pas comme garde-fou la raison, qui lui permettra de supporter le non rationnel et pas l'irrationnel, je ne suis pas sûr que cette maçonnerie réussisse. Alors, par rapport à ce que vous dites, Bruno Etienne, j'ai été très frappé dans votre vocabulaire, parce que vous dites, par exemple, ce qui est le langage maçonnique, je sais bien, mais dégager la pierre à l'intérieur de la terre. Bon, on est extraordinairement proche du langage alchimique. Ce que ça suppose, c'est précisément un processus de transformation intérieure. Tout à fait. Alors on dit métanoïa, métamorphose, vous dites ce que vous voulez. Alors pourquoi alchimie et d'autres choses, l'illuminisme ou d'autres? Parce que la maçonnerie est non seulement composée de personnes composites, ça veut dire qu'ils ont des origines différentes, mais elle a aussi hérité, parfois de façon caviardée, parfois de façon complètement fausse. Moi, je dis toujours que l'histoire de la maçonnerie est plus fausse que la vraie. Mozart, par exemple, qui est toujours cité, donc je ne sais pas s'il était un bon maçon, il était quand même lié à des groupes allemands que nous connaissons assez bien, les Illuminés de Bavière, comment c'est venu. Après, vous avez des grades qui sont liés à des trucs complètement fantasmagoriques qui s'appellent les Rose-Croix. Moi, ce qui me paraît extraordinaire, c'est que des gens normaux, je veux dire anormalement normaux, pères de famille, employés de ceci ou de cela, puissent pratiquer ce type de rituel sans mourir de rire. C'est donc ça marche. Alors là, je réponds à ce que vous dites. Parce que, si vous me permettez un proverbe arabe dialectal maghrébin, appris dans les confréries, tu sors pas du hammam comme tu es entré. Toute personne, même vulgaire, même politicienne, même arrogante, même mafiosiste, qui a eu l'initiation maçonnique et qui continue à fréquenter sa loge, il n'est pas le même avant et après. Donc, métamorphose, transformation. Là où on peut être prudent, c'est que tout le monde n'est pas complètement transformé, tout le monde... là aussi, je peux prendre un exemple vulgaire, mais sociétal. Ça sert à quoi de discuter sur la présence des femmes ou pas dans certaines loges, puisque vous savez qu'en France, il y a des loges mixtes, des loges féminines, des loges masculines. Si discuter sur les quotas en tant que citoyen, si l'initiation n'a pas fait qu'étant un peu meilleur, je suis un meilleur mari, un meilleur amant, un meilleur père. Je veux dire, c'est ça l'héroïsme. Ça commence là. Ça sert à quoi d'avoir des grandes idées? Moi, je fais partie d'une génération qui s'est plantée sur tout. J'ai été tiers-mondiste, socialiste, révolutionnaire, j'en passe des meilleurs. Non. Pourquoi? Parce que peut-être j'avais pas fait le travail, alors là je reprends le vocabulaire maçonnique de travail sur la pierre brute, alchimique, je le dis en termes emboîtés. Nous prétendons construire le temple de l'humanité, à partir du paradigme qu'est le temple de Salomon comme mythe, mais pour ça il faut construire le temple intérieur. Or, qu'est-ce que fait notre société dite moderne et progressiste? C'est qu'elle a confondu la progressivité de la progression par le progressisme dans l'action à tout prix pour agir. C'est-à-dire on met la charrue avant les bœufs. On veut faire la société parfaite alors qu'on n'a pas fait les 2 premières étapes. Moi, à 65 ans, 45 ans d'anthropologie, 45 ans de maçonnerie, je suis toujours dans la première étape. Lutter contre mon ego. Polisser la pierre. Et alors, on raconte une anecdote dans la maçonnerie de métier, puisque j'avais un grand-père qui était tailleur de pierre. Est-ce que vous savez pourquoi le fameux pont, les touristes vont venir, le pont d'Avignon n'est pas terminé. Il s'appelle le pont Bénézet. Bénézet, on dit Bénézet chez nous, était un tailleur de pierre. Le chantier avait duré 25 ans, et le vieux, il taillait toujours la même pierre, il avait le même salaire que les ouvriers. Et les mauvais ouvriers demandent au maître de chantier pourquoi lui il est payé comme nous alors qu'il taille toujours la même pierre. Le vieux il dit ah oui vous voulez. Il s'en va en prenant la pierre sous le bras. C'était la clé de voûte du pont. Ce que l'on nomme secret n'est, une fois révélé, rien de bien extraordinaire.
Cependant, celui qui pense vraiment que ce n'est rien d'extraordinaire, celui-là n'a rien compris à la valeur de ce qu'on appelle secret. Alors, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire, si je vous entends bien tout au moins, que le symbole est individuant? Je veux dire par là que le symbole a à être travaillé par chacun, trouver le sens que cela trouve en chacun, et que dans la mesure où le symbole travaille en chacun, il permet à chacun de se découvrir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dialogue constant avec le symbole. Il y a un dialogue constant avec le symbole. Je pense qu'il s'agit au premier chef d'un travail au sens de torture. Il y a donc un travail, oui, on pourrait évidemment référer au processus d'individuation de Jung. On pourrait aussi référer à Michel Foucault et son éthique du souci de soi qui explique qu'il s'agit de se déprendre de soi pour mieux se reprendre ensuite. Alors oui, la maçonnerie participe de ce processus d'individuation où finalement le maçon, l'homme, doit réaliser, mais à quel prix, qu'il n'est pas seulement un être collectif, qu'il est aussi un être individuel. C'est un peu aussi le danger de la maçonnerie, ce serait de fournir des formules du prêt-à-penser, parce que malgré tout, on est dans une communauté. Elle est petite, cette communauté. Une loge, c'est 40, 100 personnes environ. C'est une petite communauté, mais tout de même, l'effet de la communauté est là. Et donc, quelque part, on est encore un être collectif, et pas seulement un individu. Alors, dans l'utilisation du symbole, est-ce qu'on peut considérer, ou peut-on raisonnablement penser qu'un jour, on viendra à bout du symbole? Je veux dire par là que le symbole aura fait tout son travail et que le symbole... Est-ce qu'il n'y a pas toujours un au-delà du symbole qui est contenu dans le symbole lui-même? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est pratiquement sans fin, en quelque sorte. Oui, c'est sans doute pour un individu, c'est un travail sans fin, bien sûr. Alors je me suis amusé il y a quelques années à relever les différents types d'herméneutique, d'interprétation des symboles développés par les francs-maçons au long de 3 siècles. Et donc, on voit bien que à chaque fois qu'un maçon interprète un symbole, eh bien, il s'inscrit fatalement dans une de ces catégories. Les herméneutiques psychologiques ou psychologisantes, par exemple, qui comme par hasard apparaissent au début du XXe siècle, et pas avant, bien sûr, des herméneutiques rationalistes, des herméneutiques religieuses, spirituelles, etc., etc. Oui, non, mais ce que je vise surtout, je dirais, c'est le travail intérieur, enfin finalement l'explication intérieure du maçon avec sa propre symbolique. Et c'est ça, je veux dire, est-ce que là précisément, ce n'est pas est-ce qu'il ne faut pas renoncer à l'illusion, un jour je serai arrivé au bout du travail et puis voilà, je serai l'homme parfait d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt cette idée que c'est un chemin qu'on ne cesse de parcourir? Oui, et il y a une formule qui, tout à fait, c'est le propre d'un cheminement initiatique, et il y a une formule maçonnique extrêmement répandue qui circule en maintes occasions, c'est de dire « je reste un éternel apprenti ». Alors même si je suis arrivé au grade de maître qui me donne tous les droits et tous les devoirs du franc-maçon, même si je suis 33e, grand maître et tout le tout-time, eh bien, au fond de mon cœur, au fond de moi, je reste un éternel apprenti. Et donc je reste un être qui doit tailler sa pierre brute, pour en faire une pierre polie. Et je pense que tout le cheminement progressif, par degré, de la franc-maçonnerie, ramène à cet état d'apprenti.
Alors on peut se poser la question, évidemment, pourquoi faire tout ce chemin si, au bout du compte, on demeure un éternel apprenti. Bon, c'est la beauté du chemin, précisément. C'est le chemin qui doit être fait pour découvrir ce genre de vérité. Pourquoi les gens vont dans les groupes charismatiques, pourquoi ils vont à Sokogakai, pourquoi ils vont à Karmaling, chez nous, écouter le Dalai Lama, effectivement, et pourquoi les églises sont vides. Donc la question, c'est comment le lien social, et je vous rappelle que religion, ça veut dire aussi ça, est-ce que le lien social est épuisé par la raison? Est-ce que le lien social est épuisé par l'égotisme, disait Stendhal? Aujourd'hui, on dit par moi, j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire par c'est mon choix. Avec cette dérive extraordinaire, on a là des textes de Jung et des textes de Weber sur ce qu'est l'individuation. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'autonomie du sujet, mais conscient, pas de faire n'importe quoi. Alors, je vais passer pour un vieux réac. Bon, je dis simplement, le mot maçonnique est très exact, ça s'appelle des landmarks. Aucune société ne peut vivre sans balise. Ce qui a changé dans votre interrogation, ça apparaît très nettement, les institutions légitimes qui disent le sens dans notre société, c'est en gros les institutions politiques et les églises. Elles ne donnent plus le sens. Il ne faut pas s'étonner que d'autres groupes produisent du sens, même si ce n'est pas le sens. Sur ce plan-là, à moi, le rôle de la maçonnerie me paraît fondamental. Et là, la maçonnerie a quelque chose à dire, et je reprends votre premier mot, a quelque chose à dire sur la spiritualité d'un monde matérialiste et laïque, et donc moi je parle de spiritualité laïque. Spiritualité laïque, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait entièrement prisonnier, non pas de la transcendance, mais de la révélation institutionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une place entre les églises obsolètes, les sectes crapuleuses, les partis politiques vides? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour des formes de réflexion sur ce qu'est l'homme, autrement qu'en tant que chromosome et qu'objet matériel vendable comme un cachou? Il y a, j'allais dire, une loi au-dessus de la loi. Alors, si vous êtes dans le christianisme, l'islam ou le judaïsme, c'est la loi de Dieu l'emporte dans certains secteurs sur la loi des hommes. Si vous êtes agnostique, voire athée, non stupide, comme dit Anderson, c'est Antigone. Je veux dire, on a les deux versions dans notre civilisation. Or, Antigone dit il y a une loi au-dessus de la loi. Donc, le rôle de la maçonnerie, il n'est pas politique, il est spirituel. Ja, das aufstieglerische Opern, nicht so lustige Fröhliche. Die singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, directement à la Busserie. Livre. Puisque nous avons essayé de comprendre ce qu'était le symbole et l'initiation maçonnique dans leur cœur même, il faut signaler, me semble-t-il, l'ouvrage de Gilbert Durand, Les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, aux éditions d'Hervy. Dans la mesure où, à partir de l'enquête sur l'anthropologie de l'imaginaire tel qu'il l'amène depuis déjà plusieurs décennies, Gilbert Durand essaie de comprendre ce qui est à l'essence même de la franc-maçonnerie et essaie de nous faire comprendre quelle est en quelque sorte sa légitimité symbolique, c'est-à-dire l'exercice souverain de l'imagination créatrice que l'on trouve à travers ses rituels, que l'on trouve à travers ses structures, que l'on trouve à travers le panorama de l'imagination qui est le sien. Ce sont des poutres de cèdre qui construisent la litière du roi Salomon. Et le parfum de ce bois embaume les vêtements de la fiancée. De plus,
c'est du Liban que coule l'eau vive, et la bien-aimée est superbe comme le Liban. Et puisque, avec Gilbert Durand, nous sommes revenus jusqu'à la figure du roi Salomon, nous sommes revenus jusqu'à ce cèdre du Liban qui nous introduit en même temps à tout le paysage de la Palestine, je voudrais m'intéresser à l'ouvrage Marthe et Marie, publié par les éditions des Clés de Prouvaire et rédigé à la fois par Jean-Louis Chrétien, par Guy Lafon, par Étienne Jolet. Le principe de ces ouvrages, on le connaît, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une présentation du thème de Marthe et Marie, lorsque le Christ leur rend visite, et on sait que Marthe s'affaire à la cuisine, cependant que Marie reste en contemplation au pied du Christ. Donc à la fois une présentation du thème, une réflexion théologique, et en même temps une réflexion esthétique à travers l'illustration qui consiste en de nombreux tableaux qui ont été peints précisément sur ce thème dans notre tradition occidentale, et effectivement l'effort pour comprendre quel est le message de ces tableaux. Et à travers l'appel très récurrent au sermon de Maître Eckhart, qui commente précisément cette visite de Jésus chez Marthe et Marie, c'est une relecture de l'un des textes fondamentaux du christianisme que nous sommes invités, afin de redécouvrir ce qu'il y a quasiment comme charge révolutionnaire dans cet épisode des évangiles. Marthe dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur répondit: Marthe, Marthe, tu te soucies de t'agiter pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Enfin, je voudrais signaler la retraduction par Salas Tétier du prophète de Khalil Gibran à la Renaissance du livre. Khalil Gibran, on le sait, est ce poète soufi qui, d'une certaine manière, a largement dépassé sa propre tradition afin d'entrer comme au cœur de ce qui est le message des religions abrahamiques et par-delà même à instaurer un dialogue avec ce qu'il y a de plus profond dans la tradition des Upanishads, dans la tradition de ce qu'il est convenu d'appeler la pensée indienne. Et où donc, à travers ce prophète, c'est en réalité une réflexion extrêmement profonde sur la relation de l'homme avec le divin qui est introduite et qui, d'une certaine manière, au-delà des différences entre les religions, essaie de trouver ce que pourrait être un message universel. Quand l'ombre s'atténue et se dissipe, la lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté, qui, à perdre ses entraves, devient elle-même l'entrave d'une liberté plus grande.